de choisir HK6 Télévision, vous nous regardez à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Face à la presse. Il sera question du dialogue proposé par Martin Fayoulou ici en République démocratique du Congo. Quelle analyse faire sur l'opportunité d'une telle initiative? Nous parlerons également des vacances parlementaires ici en province, comme dans toutes les provinces du pays. La rentrée pointe déjà à l'horizon. Quelle évaluation faire des activités menées sur le terrain? Mais aussi la question sur les désengorgements de prison, le cas de celle de Makala, qui bénéficie depuis un temps, n'est-ce pas, de la libération de quelques prisonniers. Et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau l'honorable Jean-Paul Mwengue. Il est rapporteur adjoint honoraire de la province du Haut-Katanga, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Un grand plaisir pour moi, en tout cas. Merci bien. Émile Mouyaya à mes côtés, chers confrères. Bonjour et bienvenue. Bonjour, très cher confrère Christian Mouchampa. Je dis également bonjour à l'honorable et merci de nous avoir fait honneur. Merci beaucoup, monsieur Christian. Merci bien. Je dois préciser que vous êtes de la formation politique ARDEV, dont l'autorité morale est son Excellence, Jacques Kaboula Katoué. D'entrée de jeu, quel est l'état de santé de votre formation politique? Oui, merci beaucoup pour la question. La formation politique ARDEV se porte à merveille. Tout marche bien, tout va bien. Nous évoluons très bien en tout cas. Sur le plan politique, pas d'inquiétude jusqu'à là. Merci. Alors, dans quelle position vous vous placez en province en termes de l'influence sur le terrain, votre formation politique? Vous pouvez vous estimer premier, deuxième ou dernier? Non, ça c'est la tâche vraiment comment dirais-je, ça c'est, je ne peux pas être moi-même jugé parti. Je pense qu'il y a la population qui nous regarde, sur laquelle nous travaillons. Tout ce que nous faisons sur le plan politique, c'est pour l'intérêt du peuple. Et les bénéficiaires, les premiers bénéficiaires, c'est la population. Je pense que cette question appartient, la réponse à cette question, c'est la population qui pourra nous juger et qui apprécie tout ce que nous sommes en train de faire en tant que parti politique sur le terrain. Ce n'est pas moi de dire tout de suite que nous sommes première, deuxième, troisième, non. En tout cas. Mais par rapport aux forces politiques existantes déjà. Les forces politiques sont là, mais je parle de moi des forces politiques membres de l'Union sacrée. Ce sont les forces politiques qui nous concernent et nous, au sein de cette famille, nous savons nous-mêmes comment nous recadrer par rapport à tout ce qui s'est vu sur la scène politique. Alors, honorable, katangaise. Justement, parce que nous en parlons, vous semblez être beaucoup humble. Mais parce que nous parlons de ARDEV, parti mosaïque de l'UDPS, vous n'êtes pas le seul. Alors on comprend que vous êtes le mieux choyé au niveau de l'Union sacrée. Vous avez toute une province que vous dirigez et tant bien d'autres services. Par rapport aux autres partis de votre regroupement, qu'est-ce que ça vous fait? Ça c'est un, et deux, parce que vous pensez que c'est la population qui devrait faire cette évaluation. Vous pensez que la population s'est retrouvée derrière ARDEV aujourd'hui? Oui, d'emblée, je dirais oui. Cette population se retrouve. Comment? Dans ARDEV, en termes, s'il faut circonscrire d'abord les débats, je ramène les débats sur le plan, sur la scène politique provinciale. Bien sûr. En province, la population, en tout cas dans le cadre des non-regroupements politiques, cette population se retrouve. Derrière vous? Derrière nous, en tout cas. Et encore une fois, monsieur le journaliste, moi personnellement, je ne sais pas en tout cas m'auto-évaluer et dire combien je vaux en termes de pourcentage vis-à-vis de cette population qui nous accompagne. Voilà, mais néanmoins,
je me permets de le dire que cette population se retrouve dans notre philosophie politique. Alors justement, vous pensez que la population se retrouve, c'est par rapport au nombre d'adhérents dans votre formation politique, ou bien c'est par rapport à quelque chose de bien, de projet que vous avez réalisé en faveur de cette population? Oui, s'il y en a comme ça, vous nous les citez. À la philosophie qui nous caractérise politiquement, et de deux, par rapport, d'une manière pragmatique, de tout ce qui se vit en province. S'il faut parler des militants RDF, vous sentez tout de suite que, en tout cas, nous incarnons ces valeurs-là, prônées par notre cher parti RDF. Les militants sont-ils là, visiblement sur terrain, ou bien vous parlez beaucoup plus des cadres? Parce qu'apparemment, RDF, aujourd'hui, c'est trop de cadres que de militants. Non, quand vous voyez les cadres, ces cadres ne viennent pas d'eux-mêmes. Les cadres, ce sont des têtes qui, derrière eux, qui chacun a toute une multitude de gens qui l'accompagnent, qui le dirigent, qui l'écoutent. Et voilà pourquoi nous disons que non, jusque-là, RDF, sur le plan vraiment masse et tout, en tout cas, c'est porté. Alors, il y a, mon confrère ici présent vous a posé des questions de savoir ça vous fait quoi de constater que, étant un parti mosaïque à l'UDPS, vous êtes les mieux servis. Comment vous vous sentez sous cette casquette-là? Je vous reviens encore une fois. Si vous parlez des mieux servis au niveau provincial ou national, sur l'échiquier national, nous ne sommes pas les seuls. Nous constituons une famille de beaucoup d'enfants. Une famille de beaucoup d'enfants dont les réalités, et tous ces enfants, vous les connaissez. Mais s'il faut rentrer, recadrer les débats au niveau provincial, d'emblée, je dirais, nous avons le gouverneur de la province, membre de l'Union sacrée et ayant été servi par l'autorité morale, celui qui coordonne les activités et les actions politiques en termes, bien sûr, selon votre esprit, de partage. Nous avons été servis en recevant le gouvernement. Par méritocratie. En recevant par influence politique. Pas par influence politique, par méritocratie. Ça n'a pas été moindre, vous-même vous le savez, et les enjeux politiques et les réalités politiques ont fait à ce que Jacques Kiamboula Katoué, gouverneur de la province du Haut-Katanga, a été plébiscité pour son deuxième mandat comme le chef de l'État. Et voilà pourquoi nous disons que ça n'a pas été facile. Ce n'est pas d'abord l'opinion qui peut peut-être aller à l'encontre de ce que nous sommes en train de dire, mais d'emblée je vous dis que vous-même vous savez dans les conditions où nous avons fait ces élections-là, où nous avons fait le choix du ticket Jacques Kiamboula Katoué au sein de l'Union sacrée pour qu'il soit aujourd'hui ce qu'il est. Alors, voilà d'emblée cette manière, cette façon de faire les choses nous a donné comme fruit, comme réalité, comme réalisation les souhaits et le vœu, l'objectif qui d'emblée vient d'être atteint par l'Union sacrée. Merci bien. La rentrée parlementaire dans toutes les provinces, c'est dans une semaine et demie sur l'ensemble du territoire national. Parlez-nous d'abord de ce qu'a été la période de vos vacances parlementaires. La population estime que les députés, durant cette période, se sont raréfiés. Plusieurs étaient en Europe pour pratiquement passer les bons moments. Ça a été le cas avec vous? Moi, je ne suis pas de cet avis. Je suis avec vous. Nous sommes pendant les vacances parlementaires. Les vacances couvrent pendant pratiquement 3 mois de vacances que nous recevons, en tout cas selon notre règlement intérieur. Et chacun a sa méthode, son calendrier, son agenda. Mais quand vous parlez de certains qui se retrouvent en Europe, tout ça, c'est vous-même qui le dites. Mais moi, personnellement, à ce que je sache,
le calendrier ou notre règlement permet à chaque élu du peuple, après avoir travaillé pendant autant de mois et profitant de ses vacances parlementaires de 3 mois, mais ne serait-ce rester pendant 1 mois dans sa circonscription électorale pour essayer de comprendre, connaître, ramasser tout ce qu'il y a comme déshydratat de nos populations et comme problème, pouvant lui permettre, à la fin de cette dernière de ces vacances, d'élaborer un rapport parlementaire qu'on appelle un rapport de vacances parlementaires. Et c'est 1 mois-là, ce n'est pas moi qui peux faire, en tout cas, l'analyse ou l'avocat de tout un chacun. Ici, on précise que vous êtes élu de la circonscription électorale de Kipushi. Oui, moi, en ma qualité d'élu de la circonscription électorale de Kipushi, ce que je sache, c'est que tout le monde a quand même un agenda, un programme bien détaillé pour qu'il lui permette qu'il crée les moments propices pour qu'il se retrouve vis-à-vis de ses électeurs et échanger. Chose que nous sommes en train de faire. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait et je continue à le faire. Voilà, au moins, en termes des activités dans les vacances parlementaires, c'est le rapport. Le rapport qui sera peut-être défendu au sein de l'Assemblée du Parlement, là-bas, qui sera défendu, qui va sanctionner ce qu'a été mes vacances parlementaires, du moins pour parler de mon cas. D'accord, honorable Jean-Paul, je pense que nous allons encore y revenir. Alors peut-être j'ai une question à 2 volets. D'abord, le premier volet, c'est d'abord, on ne veut pas entrer dans le rapport parce que vous allez réserver ça pour la rentrée parlementaire. Pour cette fois-ci, qu'est-ce que vous avez trouvé de particulier lors de vos vacances parlementaires? Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est par rapport à la chose, comment ça se passe au niveau de l'Assemblée provinciale. La législature passée, vous avez été rapporteur adjoint du bureau. Et cette fois-ci, vous êtes dans le banc. Quelle est votre attitude vis-à-vis de vos collègues? Comment voyez-vous le travail déjà est en train de s'effectuer? Est-ce que vous êtes frustré de cette position-là, de ce changement-là qui vous est arrivé? Loin de là, de parler de la frustration, je me sens à l'aise dans ma peau quand je me retrouve dans les bancs. Pour moi, ça me permet en tout cas de mieux comprendre et de bien servir la population parce qu'à tout moment, j'ai le temps matériel pour essayer un peu de rencontrer les électeurs, la population et les servir mieux par rapport à ce que j'étais comme membre du bureau. Vous pensez que ceux qui sont dans le bureau, définitivement, ne travaillent pas assez comme vous? Ils sont en train de travailler, ce n'est pas une tâche facile. Je vous dis d'emblée que nos amis-là, que vous êtes en train d'envier, ils sont lourdement... Non, personne ne les envie, on constate. Lourdement vraiment occupés. Et ce n'est pas moindre comme travail qu'ils sont en train d'abattre là pour nous servir, nous qui restons dans le banc. Ce n'est pas facile. Moi, j'ai eu à l'expérimenter. D'emblée, je leur jette des fleurs, en tout cas, coup de chapeau au bureau du président et tout son bureau, en tout cas. Et je les encourage à continuer sur cet élan pour nous servir. Moi, pour nous, ça nous permet en tout cas de respirer et comprendre et faire autre chose, en tout cas, qu'on ne faisait pas pendant qu'on était là. D'accord, mais qu'avez-vous de particulier, qu'avez-vous vu de particulier dans votre circonscription électorale pour cette fois-ci, lorsque vous avez passé vos séjours? Dans ma circonscription électorale, les particuliers que j'ai vus là-bas, c'est la vie. Je parle directement du panier de la ménagère. À 40% de tout ce monde, le monde que j'ai rencontré là-bas, vous sentez qu'il y a un problème. Il y a un problème qui est directement, il faut que le gouvernement central d'abord et provincial puisse y pencher afin de solutionner, de trouver des solutions pour accompagner nos compatriotes. Cette population a fait son travail. Elle a fait son travail, lequel, c'est-à-dire, elle a contribué sur le plan comme devoir civique. Elle a choisi le président de la République, nos électeurs, elle a choisi les dirigeants aux différents niveaux, notamment indirectement ou directement, le Premier ministre, les députés que nous sommes au niveau national et provincial. Et vous voulez qu'on dise quoi encore à cette population? Elle vient de faire son travail.
quitte aux dirigeants, aux gouvernants que nous sommes, de répondre aussi systématiquement et ou concrètement, matériellement, aux attentes de cette population. Quand vous organisez les élections, ils se sont ouverts, ils se sont dit non, non, nous, c'est elle que nous avons choisi comme dirigeant. Et cette population a fait son travail, quitte à nous, maintenant dirigeants, d'être conséquents et nous assumer pour donner les meilleurs de nous-mêmes à cette population. Quand j'ai parlé des 40% de cette population, nos concitoyens, les conditions de vie ne sont pas vraiment décentes. Seulement 40%? Oui. Vous ne serez pas en train de réduire des peurs que la population se rende compte que c'est un gros pourcentage qui serait en train de croupir? Non, par rapport à mes éléments, les éléments mis à ma disposition pour me permettre de mener bien mes enquêtes là, d'emblée, je suis tombé à cette donnée statistique de 40%. Voilà pourquoi j'ai dit qu'à 40% de nos populations, d'une manière générale, vraiment, sont en train de croupir. Est-ce que c'est une nouvelle? Est-ce que c'est une nouvelle matière de constater qu'il y a manque d'emploi? N'est-ce pas ça le redit? Est-ce que vous pouvez ici confirmer à ceux qui vous regardent qu'il y a des éléments nouveaux pour cette période des vacances parlementaires, période qui touche d'ailleurs à sa fin, ou c'est le redit à chaque fois que vous rentrez dans vos bases respectives? C'est pratiquement le même doléance, non? Oui, la doléance, c'est par rapport aussi à notre tissu économique. Le gouvernement national est en train de se battre bec et ongle, jour et nuit, pour que cette situation s'améliore. Voilà. Vous êtes journaliste, chaque jour vous faites vos investigations, vous faites les enquêtes, tout ça. Vous voyez même la manière dont nous fonctionnons, nous, gouvernement, nous, institutions étatiques. Vous voyez, tout ça, ce sont des problèmes que le gouvernement, avec tout ce qu'il a comme agression à gauche, et à droite, guerre, tuerie, éboulement ou calamité naturelle, tout ça, ce sont des problèmes qui touchent même les bons fonctionnements, et ça ne permet même pas aux autorités qui gèrent ce pays à se concentrer d'une manière rationnelle à l'essentiel. Et surtout quand il y a mort d'homme dans chaque coin et recoin de la République, ça complique un peu le fonctionnement même de nos institutions. Parce que les moyens, tout de suite, il faut que les moyens suivent pour que la prise en charge soit vraiment... Alors, honorable, justement, mon confrère Christian venait d'en parler. Personnellement, vous n'êtes pas votre première expérience parce que vous avez été élu lors de la législature passée et aujourd'hui, la population vous a renouvelé justement encore la confiance. Alors, vous vous sentez déçu? D'après votre constat, vous trouvez que la population est en train de croupir dans la misère. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire justement pour que la donne puisse changer sur le terrain? Parce que c'est presque la même chose, dirait-il. C'est un constat qu'on a fait et en train de vouloir, par la même occasion, améliorer. Je venais de vous présenter les pistes de solutions à venir par rapport au gouvernement qui nous gère et nous sommes de cœur avec ceux qui sont tentés d'envisager, très bien, coup de chapeau en tout cas, et nous sommes rassurés, nous c'est une détermination qui se lie en tout cas dans le chef du gouvernement, que demain après-demain, nous allons peut-être étancher en tout cas. Peut-être que c'est une obligation pour vous. Je vous dis, on dirait que c'est facultatif. Non. Quand je dis obligation, c'est une obligation bien sûr, mais en termes de moyens, nous devons miser sur les moyens. Ce sont les moyens qui font défaut. Vous avez épinglé le problème du chômage. Le chômage se résout avec quoi? Le chômage se résout avec les tissus économiques. Si nous avons des investisseurs, comme l'a fait le chef de l'État, il est allé récemment en Chine, vous avez tout ce qu'il y a eu comme résultat, résolution à tout ce qui s'est passé là-bas. Ça, c'est une haute diplomatie auquel, en tout cas, nous espérons que demain après-demain, nous aurons des solutions palpables par rapport au chômage dont nous parlons ici. Quand ils viendront comme investisseurs, ils vont résorber, en tout cas, tant soit peu,
Honorable, mais ça c'est purement un discours politique. Est-ce que c'est comme ça que vous avez réussi à convaincre encore une fois de plus votre base que cette base reste toujours dans l'espérance indéfinie? Non, je vous dirais, monsieur le journaliste, quand vous me posez une question, patientez que je vous réponde. Vous avez la parole, je suis en train honorable. de répondre avec une bonne méthodologie. Je vous ramasse les exemples à gauche, à droite. C'est ça même la réponse. Vous voulez qu'on invente quoi? On ne peut pas inventer ici, même quand vous parlez de la politique. C'est ça même la politique. La politique, nous voyons d'une manière pragmatique. Les chefs se déplacer. Les chefs nous amener des investisseurs. Les chefs cherchant les capitaux pour venir booster l'économie de notre pays. Vous voyez vous voulez qu'on vous dise quoi? Le contraire de ce que nous sommes en train de vivre, de voir. C'est ça même la réalité. Nous attendons voir les retombées, en tout cas de cette diplomatie. Chose qui nous rassure que demain, après-demain, nous allons attendre jusqu'à quand? À la fin du deuxième mandat? Ne vous en faites. Non, ce n'est pas ça. Ou c'est bon, il n'y a pas une périodicité. Non. C'est à peine que la délégation congolaise venait de rentrer, de là où nous venons de parler, et le reste, quitte à nous de... Alors, la population attend, impatiemment d'ailleurs. À la même occasion, je dirais, quand nous avons échangé avec nos électeurs, nos bases respectives, nous avons quand même expliqué les motivations qui font que quand nous avons un gouvernement, voici le rôle d'un gouvernement, voici le rôle des institutions qui constituent le pays. Voilà au moins une population attentive. Mais une population affamée. Une population affamée, vous pensez qu'elle va gober toute cette théorie? Non. La population a besoin d'une information de manière concrète, réelle et rationnelle. Quand vous parlez clairement à cette population, elle va comprendre. C'est comme quelqu'un qui gère sa maison. Hein? Il faut expliquer, partager les difficultés que vous avez avec vos enfants, votre femme, ainsi que tout le monde qui dépend de vous dans cette maison-là. La population de qui peut encore attendre longuement? Non, la population est là, elle n'est pas longuement, elle est là, et elle a quand même droit à cette information qu'elle nous sommes en train de donner. Elle attend quand même après les explications. Tout le monde attend, y compris moi, vous, nous attendons. Même le chef de l'État attend. Non, le chef, lui n'attend pas. Non, le chef est en train d'engager, il a engagé, je vous ai expliqué. D'accord. Bien compris. Processus de désengorgement de prison à travers la République démocratique du Congo. Le ministre de la Justice, Constant Mutomba, en fait son cheval de bataille. Déjà à la prison centrale de Makala, on sent que les lignes bougent. Vous, en tant qu'élu, comment vous évaluez le travail Kaba, Constant Mutomba, ministre de la Justice et garde des Sceaux? En tout cas, coup de chapeau pour notre ministre de la Justice. Ce qu'il est en train de faire, c'est encourageant. Nous devons l'encourager, l'accompagner. Ce n'est pas facile, ce n'est pas une tâche facile. Ce qu'il est en train d'abattre comme travail sur terrain a besoin de l'accompagnement, de l'encouragement de tout le monde, de tous. Nous sommes tous des justiciables. Quand ça tombe chez les voisins, attendez, vous aussi, demain après-demain, ça sera chez vous. Voyez, ce qu'a fait Constant Mutomba, désengorger les prisons, nous n'avons qu'à applaudir, parce que vous-même, vous connaissez les philosophies ou les manières dont sont victimes en termes de traitement nos compatriotes qui se retrouvent dans des milieux carcéraux, c'est-à-dire quoi, nos amis? Ce qu'a osé faire Constant Mutomba n'a pas été moindre, ça n'a pas été non plus facile. Quand vous pouvez tendre votre micro à tout celui qui s'est retrouvé dans ce lieu carcéral, c'est la misère. Et la majorité, les conditions sont inhumaines. La majorité, ce sont des faits bénins qui ne nécessitent même pas que les parquets ou le tribunal
Mais il y a des problèmes qui devaient se résoudre au niveau de la police, au niveau des quartiers. Pourquoi cela n'avait jamais été fait? Au niveau des quartiers, même au niveau des avenues, des nourrices, nous avons des chefs d'avenue qui peuvent aider cette population. Mais comment comprenez-vous que c'était quasiment impossible que les solutions soient envisagées avant l'avènement de Constant Moutomba? Tout simplement, c'est l'homme congolais. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est réside dans l'homme congolais. Nous devons prendre conscience, les amis, que ce pays nous appartient. C'est notre pays. Si aujourd'hui nous avons la chance de nous retrouver dans l'appareil judiciaire en tant que magistrat, en tant que, je ne sais pas, premier conseiller de ceci, premier président de cela, dans nos fonctions là-bas, au niveau de cet appareil-là, ayons l'esprit de servir nos compatriotes rationnellement. Honorable Jean-Paul, en tout cas, je pense que vous avez vu les images de ces compatriotes qui sont sortis de la prison. Certains avaient du mal à se tenir debout avec des santé très très compliquées. Alors, comment vous expliquez que nous en soyons arrivés, hein, que l'on puisse garder des personnes vivantes comme ça, étant malades, mais pas être soignées? Et de deux, est-ce que vous pensez que Constant Moutomba est en train d'administrer une leçon à tout un peuple? Je suis en train de répondre, vous m'avez pris au mot. Ce qu'est en train de faire Constant Moutomba par rapport à nos compatriotes qui vous avez fait le constat ensemble avec nous, les gens sans force, les gens sans souffle, hein? Vous posez la question, vous êtes trouvé comment ici? La réponse, c'est vraiment déplorant. Donc c'était oublié catégoriquement. J'ai parlé des faits bénins qu'on pouvait résoudre au niveau même des quartiers. Mais ils se retrouvent là-bas pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'homme dans cet appareil judiciaire. Vous pouvez faire la ronde dans tous les parquets. Pas les parquets qui se trouvent dans nos milieux urbains ici. Je vais parler de Kipushi, Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, partout. Là, vous avez des magistrats. Ça, je ne vais pas entrer dans leur domaine, mais en tant qu'analyste, en tant que politique, j'ai quand même un mot à placer là-dedans. Allez aussi faire le constat dans un parquet de Kamina, par exemple, ou ses environs là-bas, et aller au Bandundu, dans une province où vous connaissez les réalités, dont les réalités sont les mêmes. Il y a vraiment un parallélisme qui a du mal à se croiser. Donc tout ça, ce sont des problèmes en amont qu'il faut résoudre. Et je sais que le ministre est en train d'aller vers cette tendance-là pour qu'il nous donne des solutions vraiment durables, afin que de pareilles choses ne puissent pas en tout cas se répéter. Alors vous saluez l'énergie qui caractérise le ministre de la Justice et garde des Sceaux, alors que cette détermination semble énerver l'appareil judiciaire, en telle enseigne que c'est pratiquement une guerre froide entre Constant Moutomba et les magistrats. Pas du tout. Les magistrats, à leur niveau, ils peuvent donner des motivations en termes de réponse, comme quoi nous nous comportons comme ceci, parce que. Mais politiquement, je vous dis, d'emblée, je dirais ceci. Il y a à boire et à manger dans cette affaire. L'homme qui gère la magistrature en tant que responsable à tous les niveaux, au niveau des nos communes, de nos territoires, de nos parquets, tout ce qui est leur hiérarchisation, la hiérarchie du pouvoir judiciaire, tout ce monde-là, chacun peut motiver cette attitude de sa façon. Mais Moutomba, en tant que ministre incarnant la philosophie politique du régime,
il a un mot à dire. Il connaît très bien les situations ou la situation qui se vit dans les pays. Et techniquement, il peut aussi parler avec, au sein du gouvernement, dans une réunion là, du Conseil des ministres, pour qu'il envisage même des solutions par rapport à ce qu'il peut anticiper comme il y en a plusieurs qui estiment comme traitement au niveau d'abord des magistrats et tous les gens qui sont appelés à nous donner une bonne justice plutôt dans notre pays. Il y a certaines langues qui estiment que Constant Mutamba serait beaucoup plus plongé dans les populismes. Pas populisme, lui il est politicien. C'est un fin politique. Ce qu'il fait politiquement parlant, oui, nous saluons. Mais les retombées de ce qu'il fait dans son populisme-là, il touche derrière certaines réalités qui doivent nous amener des solutions. Alors, est-ce que, honorable, vous êtes surpris de voir Mutamba agir ainsi de par ses actions depuis qu'il est là jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous êtes surpris? Ce n'est pas une surprise, c'est ça sa philosophie politique. Chacun, quand il embrasse le domaine politique, il a toujours sa méthode, sa manière de travailler, de faire les choses. Ce que Mutamba vient de révéler à la communauté, à la population, même tous les pays, à la nation congolaise, c'est salutaire. Tout le monde, il n'y a personne qui peut critiquer, à moins que vous soyez dans l'autre camp pour ne pas comprendre. Quel camp? Vous parlez de quel camp déjà? Oui, c'est le camp des lésés, les gens qui se sentent lésés par rapport à ce que vous avez dit, populisme de Mutamba. Alors, Constant Mutamba a-t-il apporté sa politique ou il serait en train de rendre pragmatique la politique de la première ministre Judith Suminwa, qui du reste répercute celle du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo? Mutamba ne joue que le rôle du gouvernement. C'est le gouvernement qui dicte la ligne à prendre, la ligne de conduite. Donc, dans le Conseil des ministres, quand on dit à Mutamba, et Mutamba donne-nous le rapport, il donne son rapport, c'est en misant tout ce point-là. C'est après avoir décortiqué et jaugé et rassembler les éléments qu'il va présenter et défendre au Conseil des ministres. Et après une note technique émise par lui-même et analysée par son chef hiérarchique, et ça donne des solutions. Alors vous le voyez aller plus loin encore, parce que récemment il était victime d'empoisonnement et des mauvaises langues de gauche à droite. Et vous pensez qu'il a encore de l'énergie suffisante pour aller plus loin? Il était victime, ça je l'ai appris sur les réseaux sociaux, mais... Non, vous saviez qu'il a été en Turquie, vous suivez de plus près l'actualité. Oui, j'ai appris comme tout le monde qu'il serait victime de ce que vous venez de dire là, mais je ne sais pas le concret. Alors, parlons à présent de la proposition de Martin Fayoulou, qui veut qu'il y ait dialogue à travers le pays en vue de la consolidation nationale, la cohésion, a-t-il dit, la cohésion nationale. Pensez-vous que c'est vraiment opportun aujourd'hui de parler dialogue avec toutes les composantes politiques du pays sous les auspices des religieux? Voilà. Moi, c'est un avis émis par un acteur politique de sa taille, comme lui, Martin Fayoulou. Ça n'engage que lui-même, mais je sais que nous sommes devant un gouvernement issu des urnes, un gouvernement qui a été mandaté constitutionnellement par les lois de la République démocratique du Congo. Bon, d'emblée, il appartient au seul gouvernement soit d'accepter les propositions ou ce sont des propositions de notre compatriote Fayoulou et voir comment les véhiculer, mais à mon avis, mon humble avis, tel que je venais de vous dire, nous sommes régis par une constitution. La constitution nous dit quoi dans ces articles? Si la constitution permet au chef de l'État d'inviter autour de lui tous les acteurs politiques pour parler et par rapport aux questions évoquées ici sur votre plateau que Martin Fayoulou voudrait, tant mieux. Mais néanmoins, au niveau de notre famille politique,
tout ce que nous connaissons, nous savons que le chef de l'État est en train de véhiculer ce qu'il a eu comme mission constitutionnelle des mains de qui? Ne pas être d'accord avec... De la population, des souverains premiers qui est cette population. Alors, le fait de ne pas être d'accord avec la proposition de Fayulu, ce n'est pas une politique d'exclusion. Vous savez que... Le chef n'est pas d'accord? Vous voulez me dire quoi? Non, votre avis ne rencontre pas les vœux de Fayulu. Je parle de vous. Est-ce que ce ne serait pas une façon de mettre en application la politique d'exclusion alors qu'à l'est de la RDC... C'est aller vite en besogne. Laissez la chance à celui que vous avez mandaté. Vous avez le rôle d'un mandat. Qu'on vous donne constitutionnellement un mandat en tant que chef de l'État. C'est lui qui a la police de tout ce que vous voulez engager. À partir du moment où la police ne réunit pas toutes les localités sous contrôle du 23, par exemple. Attention avec ce que vous dites là. Tout ce qu'il est en train de fournir comme effort à gauche, à droite, pourquoi tout de suite vous voulez encore alourdir, en tout cas dans sa pensée, dans son raisonnement, avec tout ce que vous avez ramassé à gauche, parce qu'un acteur politique voudrait tout de suite... On n'a rien ramassé à gauche, c'est de faits concrets. Et quand si vous suivez l'actualité, vous vous rendrez compte qu'il n'y a rien de ramassé. On ne blague pas avec un pouvoir tel que... Donc vous pensez que Fayulu blaguerait avec le pouvoir? Je ne dis pas ça, ça c'est vous qui le dites, mais d'emblée je vous parle de ce qui révèle la Constitution, qui est en tout cas l'instrument juridique qui est dans les mains de notre chef de l'État, Félix. Honorable, vous pensez que réellement, au regard des réalités qu'il Fayulu a évoquées, nous avons la guerre qui bat son plein à la partie de la RDC, c'est réunir autour d'une table, justement, on n'a pas refusé qu'il y a un pouvoir qui est là, qui exerce, mais justement apporter quand même de l'eau au moulin, c'est la mauvaise des choses. Vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a encore des réserves d'eau que l'autre voulait apporter à ce moulin-là. Même le gouvernement, en fonction ici, il y a encore des réserves d'eau pour apporter à ce moulin-là. Ce moulin peut tourner sans que vous parlez de l'eau qu'apportera. Alors peut-être que vous entendre parler, c'est comme si vous émettez de réserves parce que vous pensez qu'à l'issue de, si jamais ce dialogue aura lieu, il y aura l'émiettement du gâteau que vous saisissez maintenant, vous voulez seulement tout. Je vous dis d'emblée que j'ai confiance à ce qui s'est dit. Dans cette philosophie politique qui incarne le chef de l'État. Vous avez déjà entendu parler du chef dire que non, je suis fatigué avec cette histoire-là. Mais est-ce qu'on va attendre qu'il se fatigue? Il est en train de mettre les moyens. Les moyens, ça c'est une diplomatie. Jusqu'à quand les moyens seront mobilisés? Ce n'est pas à Fayulu qu'il faut faire le rapport, ou bien à nous autres rester tout de suite là. Voici les rapports où nous sommes arrivés avec tout ce que nous avons mis en place comme stratégie pour éradiquer cette fameuse guerre de l'Est. Le président est redevable. Le président est redevable à la population. Les journalistes laissons le temps à... Mais le temps n'est pas notre allié, vous le savez. Oui, tout ça c'est l'adage des journalistes, il n'y a pas de problème. Mais vous laissez le temps au chef, il a cette police d'engager encore... la nation. Alors, révision de la Constitution, plusieurs langues en parlent et estimons qu'à l'heure actuelle, qu'il faille revisiter certains articles qui bloqueraient les développements de la République démocratique du Congo. Pensez-vous que... Ce débat-là, c'est discuté à quel niveau? Vous avez bien certainement suivi Adolphe Muzito le déclarer. Qui a répondu sur cette question. Il pense que si jamais il y aura dialogue, d'après lui, il voudrait que ce dialogue d'abord soit inscrit dans la logique de changer la Constitution parce que ça bloquerait le pays. J'ai été invité ici pour mettre mes avis. Allez-y. Mes avis en tant qu'acteur politique. Oui. Mais quand vous me parlez de Muzito, c'est que l'information de Muzito m'a été parvenue. Je n'ai pas cette information avec moi. Qu'est-ce que l'argument avancerait ici?
Mais le président aussi, parce que vous parlez de Mozito, vous voulez mettre de côté, mais le président, lors de sa sortie médiatique récemment, il a aussi estimé qu'il serait mieux que l'on puisse modifier la Constitution. Le chef de l'État l'a dit? Lorsqu'il est en Belgique, bien sûr. Il a estimé qu'il y a des dispositions constitutionnelles qu'il faudrait justement modifier. C'est une information que je viens d'apprendre par devant vous. Donc d'après vous, la Constitution actuelle ne bloque rien pour le développement du pays. La Constitution ne bloque rien. Nous sommes là, c'est l'instrument juridique qui est dans les mains du chef. Et il n'y a aucune disposition qui fâcherait au regard de diverses réalités actuelles. Nous avons évolué avec cette même Constitution, avec l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, aujourd'hui hérité par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi. Nous évoluons avec la même Constitution. Tout de suite, vous parlez de la révision constitutionnelle. Sur, par exemple, la question du délai de mandat, il y en a ceux qui estiment que c'est insignifiant. Le mandat n'est qu'au début. Nous ne sommes qu'au début. Non, on ne parle pas de votre mandat. Non, nous ne sommes qu'au début du deuxième mandat du chef de l'État. En tout cas, m'engager dans un débat pareil, je m'inscris en faux, en tout cas, monsieur le journaliste. Donc vous pensez que l'idéal serait de maintenir la Constitution actuelle? Aucune retouche ne peut être envisagée. En tout cas, je ne vois pas en tout cas d'embûches ou bien des problèmes qui fâchent jusque-là. Alors, vous êtes à une semaine de la rentrée parlementaire. Qu'est-ce que la population peut attendre de vous de manière particulière? Surtout vos électeurs de Kipushi. Oui, nos électeurs, comme je les ai, on a échangé avec eux. Ils savent très bien que leur porte-parole, leur mandataire, en tout cas, a tout fait par rapport aux attentes. Nous avons étanché la soif de nos électeurs. Étanché? Oui, nous avons étanché la soif à nos électeurs. Honorable. Oui, nous avons Espérons que vous assumez vos propos. Oui, nous avons étanché la soif de nos électeurs. Quelle soif? Et il s'est posé mille et une questions. Les débuts là d'abord du mois, bien 2 semaines, début de nos vacances parlementaires, que nos électeurs, nos députés ne veulent pas en tout cas nous visiter, nous rencontrer, tout ça. Nous avons fait cet exercice. À terme d'étancher la soif, on a étanché cette soif. Et honorable, vous étiez visible sur terrain, on vous a vu ou bien c'était plus protocolaire et que les gens ont récemment, j'ai même des vidéos que je vais envoyer par devant votre maison ici pour m'aider, nous accompagner et former des rapports, un rapport de ma tournée, mes visites parlementaires que j'ai effectuées dans ma circonscription électorale. Et tout le monde, en tout cas, va se retrouver là-dedans. Vous avez étanché à la soif de vos électeurs. Notre élu, on rappelle que vous n'avez pas été les seuls sur le terrain. Comment vous évaluez, vous, qui êtes élu de manière générale de Kipushi? Moi, personnellement, je parle de mon cas en tant qu'élu parmi tant d'autres de Kipushi. Je parle de mon cas, comment j'ai été visiter mes bases, mes électeurs et tout. Cela fera vraiment le gros de mon rapport, qu'ils auront aussi, qui ont droit aussi à garder dans leur bibliothèque. On rappelle ici, le rapport sera sanctionné par un débat au niveau de l'Assemblée. On rappelle ici qu'il s'agit d'une session budgétaire. Oui. Qu'est-ce que vous comptez faire et à quoi vous attendiez ou vous vous attendez en termes de répartition budgétaire? Oui, la session ici qui s'annonce, ce sera une session vraiment houleuse et budgétaire. Cette session, d'emblée, je dirais, c'est une session où notre population attendra de nous, ses élus, d'abord la défense de ses intérêts. Les intérêts comment en termes de différentes lignes budgétaires qui seront vraiment retenues par notre Chambre après défense ou débat qui va nous caractériser avec l'exécutif provincial. Nous allons voir où nous pouvons mettre l'accent sur l'intérêt de nos vies, la vie de nos populations. Voilà le travail qui nous attend. C'est défendre d'abord au vu de ce qui sera présenté comme projet
budgétaire de l'exécutif provincial et nous allons voir comment mettre un accent particulier afin que l'intérêt de nos électeurs, de nos populations soit mis au centre. Ouais, voilà. Honorable, malheureusement, nous n'avons plus le temps. Honorable Jean-Paul Mwengue, nous rappelons que vous êtes un député provincial, élu de la circonscription électorale de Kipushi. Vous êtes rapporteur adjoint honoraire de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie vraiment, les amis, d'avoir pensé à ma modeste personne pour échanger devant votre micro avec nos estimés électeurs. Merci à vous, Émile Mouyaya, cher confrère. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Nous disons merci à l'honorable d'avoir été avec nous, mais également merci à tous nos amis téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci à vous qui nous avez suivis à travers toute l'Afrique et même à l'extérieur. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.